J'ai assisté hier à un concert donné par Frédéric Troivot et son fils Jules Troivot. Son fils qui peut avoir je sais pas, une douzaine d'années, je ne sais pas exactement. Et c'est intéressant de faire quelques réflexions à ce sujet. D'abord parce que ce jeune garçon a probablement des dispositions musicales intéressantes. Alors, est-ce que sa mère, vous savez ce que je pense généralement des différences entre l'influence masculine et féminine, sa mère l'a probablement plus sensibilisé à l'idée d'interpréter des œuvres du répertoire classique que de se lancer dans la composition et l'improvisation. Je sais pas, c'est un point de vue qui me semble assez évident, même s'il a pu se familiariser avec certaines œuvres contemporaines, puisqu'il nous a joué notamment une œuvre de Miloš Mađin, Polka et Scherzo, sans parler de Bartók. Et de là, je voudrais revenir sur un certain nombre de questions liées à l'improvisation, à la composition. D'abord, il me semble qu'il faut quand même distinguer très clairement, comme vous l'avez compris, le fait de jouer un morceau qui a été écrit sur une partition et qu'il faut transposer en quelque sorte sur le piano, pour ne parler que du piano, qui est finalement l'instrument par excellence qui permet de transposer une partition et de la traduire en musique, en son, plus facilement que d'autres instruments d'ailleurs. Donc, tout cela exige, ça va peut-être vous surprendre, exige de voir. Quelqu'un qui serait aveugle ne pourrait pas se servir d'une partition et ne pourrait pas distinguer les touches du piano. En revanche, quand on est dans l'improvisation, vous savez que je suis un partisan acharné de l'improvisation, on n'a besoin ni de voir la partition, puisqu'il n'y a pas de partition, ni de regarder les touches du piano, parce que on doit pouvoir sentir le piano et travailler avec la matière sonore sans avoir besoin de savoir à quel endroit. Voilà. Donc, un pianiste qui met des lunettes pour jouer, déjà, pour moi, c'est un problème. Ça veut dire qu'il est surtout dans l'interprétation, dans l'application, et non pas dans la composition. J'avais pensé d'ailleurs à Ray Charles, qui était, on connaît bien, le grand jazzman aveugle. Et je pense que on pourrait jouer dans l'obscurité, en mettant peut-être quelques vagues flambeaux, comme on faisait il y a quelques siècles, pour donner une vague pénombre. Mais je pense que la meilleure façon de s'assurer que quelqu'un est dans la composition et l'improvisation, c'est bien évidemment de lui interdire à la fois de regarder un quelconque papier, mais aussi de regarder en quelque sorte un quelconque clavier. Bon. Et voyez-vous, ce sont donc deux sens très différents. Dans le cas de celui qui joue un morceau existant, la vue est très importante, et dans le cas de celui qui compose, c'est plutôt l'ouïe qui est importante, mais aussi le toucher. Et j'attache beaucoup d'importance au toucher, parce que la mémoire du mouvement, la mémoire cinétique, est essentielle pour quelqu'un qui veut composer et qui veut improviser. Il faut qu'il y ait un lien extrêmement fort entre le cerveau et le toucher, qui est un sens plus important pour la composition musicale, à mon avis, que la vue. Hein. La vue n'est pas le sens par excellence de la musique, on en conviendra.
Et malheureusement, cette vue, elle envahit quelque part le champ musical, avec tous ces gens qui sont devant leur partition, un orchestre, etc., et puis qui regardent le chef d'orchestre faire des mouvements, etc. Et tout ça, c'est une dimension visuelle qui n'est pas appropriée, à mon avis, à l'esprit de la musique. Disons les choses clairement. De manière générale, d'ailleurs, pour élargir le débat, euh, je pense que la vue est un sens tardif. On le voit déjà dans le premier chapitre de la Genèse, où on voit que Dieu introduit la lumière, ce qui veut dire qu'elle n'existait pas au départ, et qu'il y avait les ténèbres, ou du moins ce qu'on appelle aujourd'hui les ténèbres. Il y avait quelque chose qui n'était pas la lumière, et il met de la lumière. Il dit que c'était bon. Donc vous voyez bien, là, donc sans la lumière, il n'y a pas de vue, quelque part. Donc l'humanité n'est pas, l'humanité, dans ses racines les plus anciennes, n'est pas visuelle. Si on remonte à l'origine de la création. Et le visuel fait problème. Et d'ailleurs, on le rapprocherait plutôt du virtuel. Il y a une similitude de sonore qui me paraît assez évidente ici. Quand on veut s'assurer que quelqu'un existe bien, on ne se contente pas de regarder une photo. On va le toucher, on va le sentir, on va même le goûter. Et on va peut-être même l'écouter. Parce que finalement, un mort peut être visuel, on peut mettre quelqu'un sur une chaise qui est mort, il ne parle pas, on ne le touche pas, on ne le sent pas. Donc finalement, la vie passe par le toucher, il faut sentir la personne, il faut tâter son pouls, il faut la tâter, la palper, et donc c'est ça qui fait que ce n'est pas mort. Or, d'une certaine manière, quand on bascule vers le visuel, c'est-à-dire vers l'écrit notamment, quand on passe de l'oral à l'écrit, et je rappelle quand même que dans la plupart des traditions, on a d'abord été dans l'oralité avant d'être dans l'écriture, c'est pas rien ça, c'est la même chose, c'est le même principe. En l'écriture, c'est la vue, c'est la lumière. Et donc finalement, quand on bascule vers la mort, c'est là qu'il y a la vue. C'est là qu'on voit les choses, qu'on voit les objets qu'on a laissés. Voilà. Et pour moi, la vue a quelque chose de testamentaire, en quelque sorte. C'est-à-dire, voilà, bon, on laisse cela, puisqu'on on est mort, donc on va laisser un objet. Mais la vie, elle, ne passe pas par la vue. Là aussi, il y a un terme, un rapport intéressant entre vue et vie. Ben, c'est pas du tout la même chose. Et par conséquent, je recommande, pour terminer, que d'abord les mères qui ont des enfants doués pour la musique ne commencent pas à les abrutir en les faisant jouer des morceaux de musique existants. Cette jouissance de la musique existante peut être un piège et un obstacle pour l'épanouissement créatif de la personne. Je crois que c'est tout à fait évident. Beaucoup de gens ont souffert de cela. Ils ont tellement aimé ce que les autres ont fait qu'ils ont oublié de se réaliser eux-mêmes au niveau de la création musicale. Et deuxièmement, il faut apprendre à l'enfant à jouer dans l'obscurité et à ne pas être prisonnier de l'agencement des touches sur le piano par exemple ou ailleurs. Et d'ailleurs, le violoniste regarde beaucoup moins son instrument que le pianiste. Quand on regarde un violoniste jouer, à moins qu'il ait une partition sous les yeux, mais enfin, il n'est pas en train de regarder son instrument. Donc le piano, c'est vraiment l'instrument le plus problématique quelque part, parce que il est celui qui passe le plus par la vue et celui qui va favoriser l'exécution des œuvres existantes plutôt que d'inciter à la création musicale. Alors je sais qu'il y a des grands compositeurs qui ont été des pianistes,
Mais par exemple, un Paganini, par exemple, qui est un violoniste génial, voilà, illustre bien les possibilités du violon. Bon, euh, moi je serais bien incapable de jouer du violon, mais peut-être que ça aurait été intéressant de le faire. Et puis vous savez aussi que, et je terminerai là-dessus, que je favorise le sifflement. Je voudrais que le pianiste puisse également produire du son, siffler en même temps qu'il joue, siffler ou produire des formes de son diverses, euh, qui montrent bien à quel point j'attache de l'importance à la présence auditive, même dans la pénombre. Quand on voit quelqu'un qui joue, qui fait du son, et qui le fait pas seulement par l'instrument, mais par le biais de son organe buccal, je pense qu'il y a une dimension qui a complètement disparu et qu'il faudrait rétablir, puisque au bout du compte, tous les instruments de musique ne sont jamais que des substituts à la réalité de l'organe musical que nous avons dans notre gorge. Je pense d'ailleurs que le mot gorge, on emploie le mot chant de gorge pour désigner la production mongole des sons, qui elle se fait effectivement sans instrument à ce niveau-là. Voilà. Donc il y a là quelque chose d'essentiel. Euh, le pianiste, pas le flûtiste évidemment, dont la bouche est occupée, mais pour moi, le pianiste du XXIe siècle, c'est quelqu'un qui se sert de sa bouche et qui travaille dans l'obscurité.